Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est évidemment de parler des technologies prioritaires en mécanique à l'horizon 2025. Je vous ferai une rapide introduction avec des slides encore une fois un petit peu différents de ceux que j'ai pu projeter la semaine dernière. Et rapidement, je donnerai ensuite la parole à deux personnes de l'équipe veille du CETIM dont je m'occupe, à savoir Gaël Guégan qui vous parlera de la technologie prioritaire qui s'appelle batterie haute performance. Et puis ensuite, Bertrand Bello vous parlera de la technologie prioritaire qui s'appelle hydrogène et pile à combustible. On attaque. Donc, vous avez sous les yeux, donc en page 2, le logo de ce qu'on appelle les technologies prioritaires en mécanique. Je vais évidemment vous expliquer qu'est-ce qu'on entend derrière ça et comment nous avons élaboré cette liste de technologies importantes pour l'industrie mécanique française. Alors, je vais vous le montrer avec quelques chiffres. Le premier chiffre, c'est 23. 23, c'est 23 années. Ça fait 23 ans que le CETIM régulièrement publie sa liste de technologies prioritaires pour la mécanique, avec une vision à chaque fois à 3-5 ans. Donc le premier ouvrage est sorti en 1997, ce qui ne nous rajeunit pas. À peu près tous les 5 ans, on publie une mise à jour factuelle, et en sachant que chaque année, on essaye de faire une mise à jour un peu plus light, sous format numérique, de cette liste de technologies prioritaires pour l'industrie mécanique. Deuxième chiffre, c'est 84. 84, c'est, on le verra tout à l'heure dans la méthodologie, le nombre de technologies qui ont été candidates finalement à l'exercice technologie prioritaire en mécanique 2025. Avant d'arriver à la shortlist que je vais vous montrer, eh bien on a étudié, on a regardé plus de 80 technologies potentiellement intéressantes pour la mécanique. Et donc la suite logique, c'est 51, c'est le nombre de technologies prioritaires que nous avons retenues, que le groupe de travail qui a phosphoré sur cet exercice a retenu. Je vous montrerai qui a travaillé avec nous et ce que ça a donné. Enfin, un dernier chiffre, c'est 15. Dans ces 51 technologies prioritaires en mécanique, il y en a 15 qui sont vraiment nouvelles, c'est-à-dire qui n'apparaissaient pas dans l'exercice précédent, donc technologie prioritaire en mécanique 2020, qui est sorti donc en 2015, si je me mélange pas dans les dates. Voilà, il y a 5 ans. Donc 15 technologies sur 51 sont nouvelles. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain renouvellement des sujets d'innovation technologique pour la mécanique, mais un renouvellement qui n'est pas non plus total. C'est pas 90% des technologies qui sont nouvelles. C'est à peu près un tiers, 30%. Donc voilà ces premiers chiffres de cadrage pour bien comprendre de quoi on va parler. Donc je vous parlais du groupe de travail qui a travaillé avec nous tout au long de l'année 2019 et au début de l'année 2020 pour élaborer ces fameuses technologies prioritaires en mécanique 2025. Vous voyez que ce n'est pas qu'un travail CETIM. Évidemment, le CETIM est au cœur du dispositif. L'équipe veille du CETIM, qui est une équipe d'une dizaine de personnes, a beaucoup œuvré pour faire cet exercice, mais on n'a pas travaillé tout seul. On s'est appuyé sur tout un tas d'experts ou de gens qui avaient une opinion intéressante à nous apporter, que ça soit sur la gauche de ce slide des gens du monde académique, de différentes disciplines scientifiques, ou sur la droite du slide des industriels de la mécanique et des industriels donneurs d'ordre de l'industrie mécanique, donc dans le domaine du transport et de l'énergie essentiellement. Au niveau de la méthodologie, donc je vous l'ai dit, on a ratissé large au départ. En 2019, on a exploité toute l'activité de veille technologique du CETIM. On a regardé également plusieurs dizaines de roadmaps technologiques au niveau mondial. On a fait travailler le groupe de travail que vous venez de voir. Et c'est toutes ces informations qui nous ont permis d'arriver à la fameuse liste des 84 technologies candidates qui ont ensuite été évaluées toujours par ce groupe de travail pour en retenir 51.
Et sur chacune des 51 technologies prioritaires, nous avons élaboré une fiche de plusieurs pages qui va servir de support à Gaël et à Bertrand tout à l'heure pour vous montrer deux des technologies prioritaires. Et ces fiches, évidemment, le contenu en tout cas, a été validé par le groupe de travail et également par des experts du CETIM qui ont été sollicités pour une relecture. Avant de rentrer dans le détail de ce qui a été retenu, voyons ce qui n'a pas été retenu. Alors que là, vous avez quelques exemples, à la fois de technologies prioritaires qui figuraient dans l'exercice TPM 2020 et qu'on ne retrouve pas dans TPM 2025. Donc ça ne veut pas dire que ce pas des technologies qui restent importantes, mais c'est des technologies qui nous ont semblé moins prioritaires. Et en dessous, vous avez un certain nombre de technologies qui ont fait partie des 84 technologies candidates, mais qui ne se retrouvent pas dans les 51 technologies retenues. Là encore, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des technologies importantes. Ça veut dire qu'au moment où on les a évaluées, on a jugé qu'elles étaient moins prioritaires que les 51 qui ont été retenues. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exercice TPM du CETIM, il est avec une mise à jour annuelle. Et c'est un des rares exercices de prospective technologique au niveau mondial qui fait l'effort justement de faire une mise à jour annuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, on retiendra la commande vocale ou l'électronique imprimée ou autre dans les technologies qui deviendront prioritaires pour l'industrie mécanique. Donc voilà un petit peu l'idée. Les critères que nous avons utilisés pour sélectionner ces technologies, ce sont les technologies qui évidemment vont avoir un impact sur l'industrie mécanique. Ce sont les technologies qui vont être relativement transversales à la mécanique et qui ont un niveau de maturité acceptable dans notre vision, c'est-à-dire des technologies qui ne sont pas trop émergentes, mais qui commencent à être abordables, on va dire, et puis des technologies qui, à l'inverse, ne sont pas complètement et largement diffusées dans le tissu des PME mécaniciennes. Je suis en page 7 maintenant pour vous montrer comment sont rangées ces 51 technologies prioritaires. Donc elles sont rangées en 6 chapitres, en 6 briques technologiques. Mardi dernier, pour ceux qui étaient au webinaire, éventuellement, on a parlé de matériaux et surfaces. Mercredi, on a parlé de procédés de fabrication. Jeudi, on a parlé objets connectés et surveillance. Et puis vendredi et puis aujourd'hui, on va parler plutôt développement durable, nouvelles énergies. Et puis vous avez des briques sur le numérique et la conception simulation qui n'ont pas été abordées en tant que telles dans notre série de webinaires, mais qui ont été finalement un peu en transversal abordées chaque jour. Vous avez ici, même si ce n'est pas forcément très lisible en page 8, la courbe de hype. Donc une courbe de hype, c'est une courbe qui permet de positionner des technologies dans le temps suivant leur niveau de maturité. Donc nous avons positionné les 51 technologies prioritaires 2025 sur cette courbe de hype. Plus on est vers la gauche, plus on est sur des technologies nouvelles, encore en cours de développement. Plus on est sur la droite, plus on est sur des technologies complètement existantes où vous pouvez acquérir ces technologies, où les produits, les méthodes, les outils existent, et où on est plutôt en phase de gain de productivité sur ces technologies. Et puis vous avez au milieu de cette courbe de hype ce qu'on appelle la pente de la désillusion. Donc quand des technologies sont sur cette pente de la désillusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent on se rend compte que ces technologies ont des limites, ne s'appliquent pas forcément dans toutes les situations, rencontrent encore des verrous technologiques à lever, que les acteurs industriels ou start-up ou autres présents sur ces technologies vont évoluer, vont se racheter, vont fusionner, vont disparaître pour certains d'entre eux. Donc on est vraiment dans une phase évolutive des technologies. Et vous voyez sur cette courbe de hype que la plupart de nos technologies prioritaires sont quand même dans cette portion de la courbe de hype. Donc ça veut dire qu'on est en pleine mutation. Et c'est important du coup de maintenir toutes les actions de veille qu'on peut faire sur ces technologies parce qu'elles vont évoluer, peut-être pas de jour en jour, mais en tout cas d'année en année.
En slide 9, pour avoir une lecture de synthèse de notre panier de 51 technologies prioritaires. Donc on va retrouver effectivement des technologies utiles pour l'industrie du futur, hein, donc beaucoup de procédés nouveaux, fabrication additive, les robots, les cobots, les machines intelligentes et tout ce qui tourne autour des capteurs par exemple ou de l'IoT. On va trouver également des technologies qui aident à la transition écologique, énergétique, environnementale. Alors évidemment les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui sur les batteries d'hydrogène, hein, mais aussi par exemple la technologie de réduction des frottements. Qui dit réduction des frottements dit gain énergétique. Donc c'est une technologie prioritaire qui contribue indirectement, mais fortement quand même, à la transition écologique. Beaucoup de technologies du numérique qui en général font le buzz, dont on parle beaucoup dans l'actualité, hein. Donc on parle d'intelligence artificielle, de jumeaux numériques, de blockchain. Enfin, c'est des mots-clés, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, mais c'est vrai que ça fait la une des journaux et des revues que vous pouvez lire tous les jours. Et puis enfin quelques technologies qui sont peut-être moins connues, moins évidentes, par exemple la métallurgie numérique ou la géolocalisation sur site industriel, qui sont des sujets un petit peu plus originaux et qui sont ressortis de notre exercice. Alors, en page 10, une nouvelle courbe de hype, mais je vais aller très vite, hein, c'est juste l'extrait de celle d'avant qui montre finalement je ne sais jamais s'il y en a 9 ou 10, je crois 9, technologies prioritaires de la brique développement durable, dont les deux dont on va parler juste après, hydrogène et batterie haute performance. Enfin, et j'en aurais terminé sur cette petite partie introductive, donc 2 mots sur la diffusion, c'est-à-dire comment on rend disponible toute l'information qui a été créée, développée, mise au point sur ces technologies prioritaires en mécanique. Alors il y a deux vecteurs, il y aura un vecteur physique, on va dire, sous forme d'un petit fascicule dont vous avez la couverture à l'écran. Donc il est en phase de finalisation et bientôt d'impression. Il sera diffusé très largement et c'est un petit fascicule d'une dizaine de pages qui donne les éléments, les fondamentaux un petit peu de l'exercice technologie prioritaire avec quelques témoignages industriels. Donc ça c'est la partie, je dirais, classique matérielle, mais on a mis beaucoup l'accent sur la partie numérique, donc sur la diffusion numérique de l'information. Il y a tout juste une semaine a été ouvert un site qui s'appelle tpm2025.fr, enfin, vous avez l'adresse à l'écran. Ce site ensuite renvoie vers le site du CETIM et particulièrement la Mécatech, dans laquelle vous trouverez cette fois-ci sur inscription, hein, autant le site à gauche est complètement ouvert, autant la Mécatech il faut au moins se créer un compte si ce n'est déjà fait, et vous accéderez aux 51 fiches qui présentent les 51 technologies prioritaires. Mes collègues vont vous montrer 2 exemples juste après. Et puis enfin, toujours dans la Mécatech du site CETIM, toute la matière première qui nous a servi à faire ces technologies prioritaires et qui va nous servir aussi à les faire évoluer. Donc c'est toute la veille technologique que mène le CETIM qui se traduit par à peu près 250 notes et dossiers de veille publiés chaque année. Et en la période actuelle, on essaie même plutôt de renforcer cette mise à disposition d'informations pour les industriels de la mécanique. Voilà pour ma partie introductive. Je vais laisser la main à Gaël. Voilà, j'arrête le partage, je te laisse prendre la main Gaël, pour donc une présentation d'un quart d'heure à peu près sur la technologie prioritaire batterie haute performance. Vous voyez bien donc l'écran, il n'y a pas de souci. C'est bon. Parfait, donc je vais vous présenter ce qu'on a défini comme étant les batteries à haute performance. En fait, il n'y a pas forcément une définition exacte de ce terme batterie à haute performance, même s'il existe des batteries de ce type, mais disons que j'ai essayé de regrouper sous ce vocable un certain nombre de caractéristiques des batteries actuellement soit à l'état de R&D ou sur le point d'arriver sur le marché. En fait, elles sont caractérisées dans la définition que l'on a donnée comme ayant à la fois une belle densité énergétique, une durée de vie évidemment plus importante que celle qui existe actuellement, la possibilité qu'elle puisse être chargée relativement rapidement,
Évidemment, qu'elle ait toutes les caractéristiques de sécurité, ça va sans dire, hein. Qu'elle soit moins coûteuse, parce que bien évidemment, c'est un facteur important pour démocratiser ces batteries haute performance pour toutes les applications pour lesquelles elles ont été définies. Évidemment, il faut qu'elles aient un maximum de fiabilité, donc à travers tous les indicateurs qui permettent de garantir cette fiabilité. Et évidemment, tous les ingrédients de ces batteries, si je puis dire, doivent avoir une empreinte environnementale également la plus faible possible. Donc vous voyez que ça fait des contraintes qui sont très très fortes et qui des fois même peuvent être contradictoires, puisque l'aspect de charge rapide peut aller à l'encontre aussi d'autres caractéristiques de ce que j'ai défini comme étant des batteries à haute performance. Donc vous voyez que c'est quand même pas simple, hein. Alors après, pour la situation actuelle finalement dans l'industrie mécanique, alors c'est vrai que on est dans un contexte, la tendance très importante qui sous-tend cette galaxie de la batterie, c'est l'électrification, hein. Vous avez vu la montée en puissance de tous les plans automobiles en matière d'électrification, à l'image juste pour donner un exemple, de Volkswagen en Europe qui a investi des sommes absolument colossales d'ici les années à venir. La montée aussi en puissance annoncée de capacité de production de batteries parallèlement à ces plans électrification absolument très très importants qui reprennent un petit peu les productions de Tesla notamment, hein, la première usine de Tesla appelée comme telle. Et puis la convergence de facteurs d'influence aussi qui sont importants pour obtenir une bonne efficacité, une amélioration des rendements et puis une amélioration globale de l'efficacité énergétique. Donc on est dans un contexte d'urgence climatique, hein, où les normes d'émissions de CO2 sont de plus en plus exigeantes. Donc on a un contexte réglementaire qui est fort. Et pour améliorer l'efficacité énergétique, bien évidemment, on électrifie, donc on favorise la montée en puissance des batteries. Et puis pour cela, il faut aller vite. Les constructeurs mettent les bouchées doubles, hein. Donc cela accroît aussi la demande. Et ça exige après de sécuriser les approvisionnements en matière de fabrication de batteries. Voilà. Et puis parallèlement à ça, il y a le développement aussi des objets intelligents et connectés, de la téléphonie, des capteurs autonomes, enfin tous ces éléments qui requièrent des sources d'énergie autonomes, décentralisées ou miniaturisées. On a notamment besoin d'alimenter les microcapteurs. Enfin, vous voyez que on a un contexte qui favorise énormément la fabrication de batteries, et évidemment faut imaginer derrière la quantité de centres de recherche dans le monde qui travaillent sur ces batteries. Je passe à la diapositive numéro 3. Alors, tout ce qui concerne les impacts et les bénéfices. Alors, comme je le disais tout de suite, on est évidemment, si on hybride et si on électrifie les engins, ça va permettre, parce qu'il sous-entend évidemment une bonne part d'électrification à travers les batteries. On verra dans un deuxième temps qu'on peut électrifier différemment. Ça permet de travailler dans un contexte différent qui va pouvoir être exigé dans les années à venir, à savoir des zones à faible ou à zéro émission, dont le nombre augmente un petit peu de ci de là dans les différentes villes, mais on voit bien que c'est un contexte dans lequel on avance quand même assez rapidement. Donc ça va représenter le fait de faire appel enfin le fait de travailler dans des zones de ce type va exiger chez tous les acteurs d'avoir une gamme qui va utiliser notamment la batterie dans ces engins, pour ne parler que des entreprises qui fabriquent des engins. Et on voit que tous les avantages que ça va apporter en termes de réduction des émissions, et puis bien évidemment dans un contexte citadin, réduction du bruit aussi. Et puis d'autre part le respect de la réglementation aussi, ça va être une exigence et aussi une solution face à la volatilité des cours du pétrole.
Ces engins électriques et hybrides, si on raisonne à l'échelle de l'utilisation, et évidemment peut-être pas de l'achat, seraient plus économiques, et puis elles exigeraient notamment moins de maintenance. Donc en gros, l'idée c'est d'abaisser ce qu'on appelle le TCO, ou le coût total de possession, ou total cost of ownership, hein. Et la consommation d'énergie a baissé, et puis une maintenance réduite en quelque sorte. Voilà. Et puis après, en termes de défis à relever, c'est des défis. Alors si je prends dans l'ordre en quelque sorte, un défi pour la recherche, c'est-à-dire trouver des nouvelles chimies performantes et sans risque. Et puis il y a l'aspect aussi derrière tout ça, le fait qu'il y ait un accès incertain en quelque sorte aux matières premières essentielles à ces batteries, hein, que ce soit le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse, etc. C'est très important de continuer à pouvoir s'approvisionner avec ces métaux, et certains posent des problèmes divers et variés, hein, des problèmes éthiques, des problèmes rien que de pouvoir s'approvisionner. Donc ça veut dire que derrière, il va falloir diversifier les sources d'approvisionnement et essayer de développer des batteries qui sont sans certains de ces éléments, notamment le cobalt, ou du moins réduire certaines quantités. Et puis parallèlement à tout ça, il va falloir aussi réduire l'empreinte écologique des chimies retenues. Après, il y aura aussi des défis en matière de production des batteries, si on peut dire, hein. Il va falloir sécuriser les approvisionnements, parce que de plus en plus de sociétés cherchent à produire des batteries ou à utiliser des batteries, et donc chacun de son côté essaye de sécuriser les approvisionnements, ce qui fait qu'il va y avoir une tension vraisemblable sur le marché. Parallèlement, il faut baisser les prix, donc ça c'est aussi très important. Alors pour réduire les coûts de revient, on va essayer d'innover sur les matériaux, la conception des emballages, etc. Et puis, défi enfin dans l'utilisation pratique des batteries, pouvoir utiliser des batteries sans risque, recharger dans un temps acceptable, hein, c'est-à-dire plutôt des temps assez courts. Et puis, il y a aussi la disponibilité des bornes de recharge, hein, sur l'ensemble du pays, parce que l'autonomie reste encore faible. Donc il est important de pouvoir disposer d'un équipement de bornes de recharge à peu près sur l'ensemble du territoire. Et puis évidemment, il faut avoir un certain nombre de garanties dans la durée de fonctionnement de ces batteries, hein, c'est très important. Et pour terminer, évidemment, ce qui n'est pas des moindres, le défi du recyclage, de la réutilisation de ces batteries. Alors ensuite, tout ce qui concerne les grandes tendances, les applications, déjà je voulais quand même aborder les différents acteurs au niveau français. Donc on a quand même un réseau, notamment en matière de recherche, parmi les acteurs français, qui est très intéressant. À travers le réseau notamment RS2E, le CNRS, le CEA, l'IFPEN collaborent sur ces sujets. Donc et puis un certain nombre de start-up très intéressantes. Quelques noms vous évoquent certainement des applications concrètes, comme Forsy Power ou Navwa Technologies, pour ne citer que quelques-unes. Autre contexte très important, c'est le niveau aussi européen, puisque vous n'êtes pas sans savoir que très récemment l'Europe a constitué ce qui a été appelé l'Airbus des batteries, et a fait des investissements très très importants, et d'ailleurs a poursuivi avec notre deuxième sujet du jour, hein, vous verrez, puisque si on compte en termes d'investissements globaux, on est autour des 8 milliards d'euros, ce qui est quand même on n'a jamais vu ça, quoi. C'est quand même des investissements importants. On a de nombreux produits innovants ces dernières années, donc non seulement dans les batteries, dans les supercondensateurs, voire dans des hybrides
entre ces deux technologies. Et puis vous voyez qu'on a utilisé aussi tout un ensemble de typologies de matériaux nouveaux, notamment qui ont des propriétés intéressantes, notamment pour les aspects de charge rapide ou des choses comme ça, à travers des produits comme le graphène. Je vous ai cité tout un ensemble de projets voilà, sur tout ce qui concerne les batteries. Vous voyez que on essaye de travailler sur des cellules à densité d'énergie plus élevée ou sur d'autres chimies de batteries, la batterie aluminium-ion ou travaux aussi sur le lithium-soufre. Enfin, vous verrez un petit peu des exemples tout à l'heure. Donc on continue à avoir tout un ensemble d'appels à projets comme ça à l'échelle française ou à l'échelle européenne. Je pense que ça peut être intéressant dans certains de vos contextes. Alors je suis passé à la page 5. Dans les principales tendances, en fait, c'est que la batterie lithium-ion, évidemment, c'est la technologie la plus efficace en termes de densité énergétique, en termes d'autonomie, etc. Mais on voit bien qu'il y a encore, on est encore proche, on est encore loin finalement du potentiel que l'on pourrait obtenir avec des batteries. Et on voit qu'en termes de densité d'énergie, il y a encore un certain nombre de limites qu'on n'a pas atteintes. Donc on voit bien qu'on peut encore très largement améliorer les performances de ces batteries. Donc une amélioration aussi importante des performances, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut améliorer tous les éléments de la batterie. Donc on va améliorer aussi bien la cathode, l'anode, les électrolytes, les séparateurs, etc. C'est vraiment un travail où on fait varier en quelque sorte toutes les variables de matériaux pour essayer d'obtenir les meilleures propriétés, à commencer par les propriétés évidemment de performance, mais bien évidemment de sécurité. Il faut toujours trouver un bon équilibre entre ces différentes variables. On sait qu'il y a déjà eu des soucis avec ces fameuses batteries lithium-ion, donc on a essayé de s'en abstraire. Donc une des pistes possibles, ce sont les batteries à électrolyte solide, ce qu'on appelle notamment souvent les solid state batteries. Donc elles ont un véritable potentiel de changement de paradigme, puisque on pourrait améliorer la capacité énergétique d'un facteur 2 à 3, potentiellement. On pourrait à la fois améliorer l'autonomie, le temps de recharge. Quand je dis un temps de recharge acceptable, ça veut dire essayer d'avoir des possibilités de charger dans un temps à peu près l'équivalent d'un plein d'essence dans l'absolu. C'est ce qu'on souhaiterait obtenir. On voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans cet ordre de grandeur. Donc voilà, on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir là-dessus. Parallèlement, il faut essayer de développer des concepts qui fonctionnent à des coûts raisonnables, parce qu'on voit bien que quand on achète un véhicule électrique, la batterie, elle représente encore plus de 50% du coût de ce véhicule. Et si on veut démocratiser l'électrification des véhicules, et donc améliorer l'efficacité, réduire le CO2, excusez-moi, il s'agit évidemment il y a une pression évidemment sur la recherche et sur l'importance de développer des batteries plus performantes. Donc ça se traduit sur les électrolytes, les batteries à électrolyte solide, mais aussi sur les batteries lithium-soufre, qui elles ont une densité d'énergie théorique beaucoup plus élevée, mais qui posent encore tout un ensemble de problèmes
Alors à court terme, on pense que c'est un des meilleurs candidats pour atteindre la maturité technologique. Voilà, mais il y a encore, ça risque de mettre encore quelques années peut-être avant de sortir sur le marché. Tu peux accélérer un petit peu, Gaël, s'il te plaît? Oui, quelques exemples à travers des différents secteurs. Donc, dans l'aéronautique, la société Limatech a par exemple mis au point une architecture mécatronique qui assurait la sécurisation et l'optimisation de ces batteries lithium-ion. Et là, il s'agit d'applications pour l'aviation, on va dire ultra légère. Hein, quand c'est vraiment on n'est pas du tout sur des gros avions, bien évidemment. Hein. Et les quelques grands acteurs comme Daher, Airbus, Safran, voilà, ont collaboré pour développer un démonstrateur à propulsion hybride, et notamment à base de batteries à haute densité énergétique. Voilà. Donc on voit quand même que ça fait partie des sujets, même si c'est bien évidemment pas forcément la batterie toute seule qui va permettre à des gros avions. Voilà, il n'est pas question de ça pour le moment. Hein. Dans l'automobile, c'est pareil, on est toujours avec des technologies de type lithium-ion, notamment des technologies de type NMC, et puis lithium fer phosphate. Mais il y a un certain nombre d'acteurs qui essayent de travailler sur d'autres qualités des batteries, hein, notamment le fait de pouvoir avoir une charge plus rapide. Donc ça, c'est intéressant avec les batteries sodium-ion, même si elles ont des performances un petit peu moins bonnes que les batteries actuelles. Donc Tiamat se positionne plutôt sur les aspects puissance et continuité de service. Et puis également d'autres applications, notamment à travers la société Oxys Energy, sur des applications avec le lithium-soufre. Voilà, et puis il y a tout un ensemble d'autres batteries, plus pour des batteries miniatures pour le nomadisme, pour des applications très variées, notamment pour les microcapteurs, qui utilisent des technologies de type impression 3D. Voilà, qui se développe beaucoup évidemment avec ces nouvelles technologies. Alors je passe à la slide numéro 8. Là on est c'était plutôt pour vous illustrer, je vais peut-être zoomer un petit peu pour vous montrer les applications dans le temps en fonction des différentes capacités. On est plutôt au départ sur des hybrides, des tracteurs hybrides, des bus, voilà, tout un tas d'engins mobiles. Et puis petit à petit, voilà, en fonction des applications, on progresse vers d'autres applications, plus vers, selon les applications, soit vers de l'électrique, soit à nouveau vers de l'hybride. Ensuite, je suis sur la slide numéro 9. C'est vrai que la chaîne de valeur est très intéressante à étudier. On voit qu'évidemment, il y a beaucoup d'acteurs sur le lithium-ion, un peu moins sur les batteries NIMH, et puis les batteries à flux. Et on a déjà quelques acteurs en lithium-soufre, et puis quelques acteurs en sodium-ion. Vous voyez que les batteries dont on parlait en matière de recherche, on est encore loin du stade industriel. Voilà. Et puis il y a également, si on regarde la partie du dessous, on voit que c'est pas forcément toujours les acteurs qui développent des brevets sur les batteries qui vont les exploiter. Enfin, je parle pas forcément des gros, mais c'est... Alors ensuite, tout ce qui concerne les roadmaps, vous allez voir qu'il y a tout un ensemble on peut trouver tout un ensemble de roadmaps. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment on imagine le développement des différentes chimies dans le temps.
Ces dernières années, on était plutôt effectivement sur des technologies type NMC ou lithium fer phosphate. Certaines technos, notamment pour les engins mobiles en manutention levage, ont un intérêt à utiliser par exemple des lithium titanate, LTO. Voilà, enfin ça c'est pour la partie cellules. Et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'améliorations sur ce qu'on appelle les BMS, la Battery Management System. C'est des systèmes qui permettent d'avoir plus de précision dans l'utilisation des bactéries déjà existantes. Donc ça permet déjà de l'utiliser de façon plus précise, ce qui est déjà très intéressant. Voilà, ça c'est quelques infographies pour vous montrer l'évolution des batteries qui ont été utilisées pour l'automobile, et puis les progrès qui ont été faits justement à la fois en termes de coûts, et on montrait aussi que l'Asie évidemment fait partie des fabricants absolument gigantesques, puisque ça représente quasiment 95% du marché. Donc c'est vrai que le fait de vouloir créer un écosystème européen en associant tout un ensemble d'acteurs et de créer une véritable alliance européenne des batteries avait vraiment du sens. Mais c'est vrai qu'on part bien tard, si on peut dire. Ok, merci Gaël. On va laisser la parole au deuxième sujet, deuxième techno prioritaire sur l'hydrogène. Donc, je vais vous parler de la technologie hydrogène pile à combustible. C'est vraiment une présentation de ce que l'hydrogène et de la filière hydrogène, on va dire, pour l'énergie, parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène, c'est largement et depuis très longtemps utilisé dans l'industrie, notamment pour la désulfurisation des carburants pétroliers, la synthèse d'ammoniac. Mais aujourd'hui, quand on parle d'hydrogène, on l'entend de plus en plus comme un vecteur d'énergie pour la mobilité, l'alimentation énergétique de bâtiments, le stockage d'énergie renouvelable. Donc souvent, du coup, on associe hydrogène à pile à combustible, qui permet donc la conversion d'hydrogène en énergie, en électricité et chaleur. Alors oui, donc finalement, quand on parle d'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie. Pourquoi? Parce que l'hydrogène n'existe pas à l'état naturel ou de manière, enfin, il peut exister, mais de manière un peu, peu importante par rapport à la manière de le produire, qui est plutôt à partir de sources fossiles essentiellement, mais également d'énergie renouvelable par le procédé d'électrolyse. Donc, ce qu'on constate, c'est que ce domaine-là qui est émergent, qui se développe quand même assez rapidement en ce moment, qui est fortement soutenu, peut potentiellement avoir un impact important donc sur des fournisseurs d'équipements ou traitements de surface, donc de la mécanique. Pourquoi? Parce que si on se base sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, à un moment donné, il faut pouvoir comprimer l'hydrogène puisqu'il va être stocké dans des réservoirs composites sous pression. Donc, on a besoin de compresseurs, on a besoin justement de technologies composites, des réservoirs de stockage sous pression ou sous forme liquide d'ailleurs. Il nous faut derrière des vannes, des valves, des pompes, etc. Donc finalement, ça a un impact important sur l'ensemble des fabricants d'équipements fluidiques, mais également la pile à combustible, l'électrolyse, ça occasionne des soucis, notamment de corrosion. Donc il y a des besoins de traitement de surface spécifiques. Donc on est clairement sur un domaine qui peut impacter quasiment l'ensemble de la filière mécanicienne, puisque derrière il y a aussi des questions d'usinage spécifique, de technologies de fabrication spécifiques, notamment pour la production de piles à combustible ou de cellules d'électrolyseurs. Donc on a clairement aujourd'hui une situation qui fait qu'il y a un intérêt croissant pour la technologie, alors que ce soit en tant que fournisseur de technologie ou derrière exploitant de technologies hydrogène. C'est ce qu'on peut remarquer notamment dans les engins mobiles.
mais d'une manière globale dans la mobilité et dans l'industrie et la production d'énergie. Alors quelques chiffres, hein, alors c'est selon une étude qui a été menée par l'AFIPAC, l'Association française des hydrogènes et piles à combustible, hein, dans un cadre d'un scénario, on va dire, favorable, la filière hydrogène pourrait représenter un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros en 2030 et 40 000 emplois en France. Hein, donc bon, c'est une étude prospective, ça n'a pas forcément parole d'évangile, mais c'est un signe qu'on a clairement une tendance donc forte sur cette thématique-là, et notamment portée par l'Asie, hein, notamment, hein, ou la Chine qui vise 1 million de véhicules hydrogène sur les routes en 2030. Alors par rapport à la taille de la Chine et le nombre de véhicules, c'est vrai que ça paraît encore assez faible, mais quand on part de zéro, ça montre bien la montée en cadence de production qui va arriver, donc dans le domaine vraiment de l'hydrogène et du véhicule à hydrogène. Alors, sur la diapositive 3, alors, finalement, pourquoi l'hydrogène, hein, comme j'expliquais, finalement, ça peut être un vecteur d'énergie et ça peut être aussi donc un outil d'intégration des énergies renouvelables dans la production d'électricité, parce que l'hydrogène va permettre de stocker le surplus de production électrique, par exemple d'une éolienne ou d'un panneau photovoltaïque. Donc avec une capacité de stockage longue durée, donc ça c'est quand même intéressant. Et derrière, cet hydrogène qu'on pourrait produire à partir d'énergie renouvelable pourra être utilisé donc dans un véhicule. Alors du coup, ça a un impact important sur l'empreinte carbone. Alors forcément, à condition que notre hydrogène provienne d'énergie renouvelable, parce que comme je précisais dans la diapositive précédente, on peut aussi produire à partir de ressources fossiles, et c'est même essentiellement aujourd'hui produit à partir de fossiles. Hein. L'hydrogène utilisé dans l'industrie est produit en grande partie par vaporeformage de gaz naturel essentiellement. Donc l'enjeu, il est clairement là-dessus. Par contre, il y a encore de nombreux défis à relever. Hein. C'est clairement, je dirais, l'acceptabilité de l'hydrogène auprès du grand public. Ça, c'est important parce que l'hydrogène, ça peut avoir un peu l'image d'Épinal que ça peut être dangereux, que ça peut exploser, ou que c'est un peu l'image qu'il peut y avoir de l'hydrogène qui est à mon sens fausse, mais même certains des fois peuvent associer ça à la bombe H, ce qui n'a rien à voir évidemment. Il y a un enjeu de réduction des coûts, hein, forcément, ça va passer finalement par la montée en volume de production. C'est clairement capacité à industrialiser des process et des produits finalement hydrogène qui, aujourd'hui, techniquement, si on parle d'électrolyse et piles à combustible, on a atteint une certaine maturité. Sur la maturité économique, ça dépend un peu des technologies. Mais clairement, la montée en cadence de production va avoir un impact sur le coût et finalement rendre le système, la filière hydrogène de plus en plus intéressante économiquement. Ce qui aujourd'hui n'est pas tout à fait le cas. Hein. Il y a toujours besoin d'aide publique aujourd'hui dans les projets hydrogène. Et ça, c'est vraiment l'enjeu, hein, l'industrialisation. Là, on voit un exemple que je donne ici, là, donc finalement d'un robot qui fait finalement le filage de réservoirs hydrogène en fibre de verre. Donc là, on voit bien là, c'est pour le stockage d'hydrogène, par exemple. Donc il y a quand même des entreprises qui se lancent vraiment dans l'industrialisation de la production des équipements hydrogène. Alors, quelques exemples. Donc ici, c'est intéressant parce que je pense que effectivement, l'hydrogène, on peut pas le découpler finalement des énergies renouvelables, parce que finalement, les énergies renouvelables, d'un côté, elles ont besoin d'une solution de stockage. Et l'hydrogène, pour être vert, il a besoin des énergies renouvelables. Donc, quelque part, on peut
absolument pas découpler les deux. Et c'est un exemple d'un projet en Belgique là, où il y a quelque part un couplage donc d'un champ d'éoliennes offshore qui va permettre la production d'hydrogène donc en partie donc par électrolyse. Et ça s'est étudié également par le CEA là, qui mène un projet donc dans le but d'évaluer le potentiel énergétique et économique d'une chaîne de production en hydrogène, donc intégrer un parc offshore en région Pays de la Loire. Donc région Pays de la Loire, c'est logique, hein, c'est une région maritime. Qui a un potentiel éolien offshore important. Comment faire pour valoriser au mieux cette énergie, quoi. Alors, quelques exemples également. Alors, justement, quand je parlais d'industrialisation des équipements, là, il y a un exemple important, une société en France qui s'appelle McPhy, donc qui aujourd'hui industrialise les équipements de production et distribution d'hydrogène sous forme d'électrolyse. Donc là, on arrive quand même aujourd'hui à des unités quand même de puissance importante, hein, puisqu'ils peuvent aller de 20 mégawatts sous forme modulaire, donc par un module de 20 mégawatts d'électrolyse, donc ils peuvent mettre en série 5 modules, donc ils peuvent avoir une puissance de 100 mégawatts aujourd'hui, donc qui permettent quand même une capacité de production d'hydrogène assez importante à une pression de 30 bars. Alors ça c'est intéressant, hein, finalement l'un des enjeux importants en fait dans les électrolyses de l'eau, c'est d'être capable de sortir un hydrogène à une pression déjà assez élevée. Pourquoi? Parce que derrière l'hydrogène va être stocké dans des réservoirs souvent soit à 350 bars, soit à 700 bars. Et donc il faut encore comprimer. Or, on se rend compte que la compression d'hydrogène est très énergivore à basse pression. Donc en fait, pour arriver jusqu'à 50 bars, c'est là qu'on consomme le plus d'énergie. Et passer par exemple de 50 à 700 bars, ça consomme finalement de manière relative moins d'énergie. Donc là, c'est important d'être en mesure de produire en quantité importante, élevée, des unités de production avec d'hydrogène à une pression déjà élevée. Alors un autre exemple, Schrader, ça c'est intéressant parce que finalement c'est une entreprise qui fait des robinets, des vannes, des capteurs de pression et qui se diversifie depuis quelque temps dans l'hydrogène, notamment donc en ayant commercialisé des produits donc pour permettre l'évacuation de l'hydrogène contenu dans un réservoir en cas d'incendie ou de surpression, donc finalement de contrôle de la fuite, on va dire, d'hydrogène et du risque finalement qu'il peut y avoir d'explosion ou de surpression. Donc là, si on voit l'exemple sur un réservoir de stockage d'hydrogène gazeux. Un autre exemple de composants mécaniques finalement complets, donc pour bien montrer que c'est purement de la mécanique, la Alcris qui propose des raccords haute pression, donc des blocs qui peuvent remplir plusieurs fonctions, on va dire, dans un équipement fluidique, que ce soit une vanne, un détendeur, etc. Et donc là, on voit bien l'aspect très mécanique de la solution. Simple, donc il n'y a pas de sertissage, c'est modulaire, c'est compact, c'est un exemple type que l'hydrogène a besoin de pièces mécaniciennes. Un autre exemple, Giraudin Sauer, donc là qui propose des compresseurs d'hydrogène. Alors là, dans le domaine de l'hydrogène, l'importance, c'est clairement la compression, de fournir derrière un hydrogène pur. Donc, le compresseur doit limiter au maximum, voire même doivent être nuls, les pertes d'hydrogène et surtout le mélange avec de l'huile. Donc, il faut surtout pas qu'il y ait d'huile qui se retrouve dans l'hydrogène.
car les enjeux de pureté dans la mobilité hydrogène sont très très élevés. La pile à combustible demande un hydrogène ultra pur, 99,999%, parce que sinon la pile à combustible finalement se dégrade assez rapidement. Donc là, l'enjeu dans la compression, c'est vraiment le oil free, on va dire, et le zéro leakage. Alors quelques exemples, alors pour montrer finalement que ça intéresse, si on est sur la mobilité, ça intéresse finalement tous les secteurs. En aéronautique, alors là on est plutôt dans ce cas-là, alors pas sur on n'envisage pas forcément une pile à combustible pour la propulsion des véhicules, mais des avions, mais plutôt comme pour un équipement d'alimentation d'auxiliaires, donc il y aurait besoin d'énergie électrique. Donc là, il y a un projet, notamment Icarus, qu'on peut citer, qui implique Air Liquide, Zodiac Aerospace, Dassault LCEA. Dans l'automobile, voilà un exemple, mais en fait on pourrait en citer beaucoup. C'est sûr, les équipementiers qui se vont on va dire à fond évidemment sur les composants clés de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc par exemple Bosch qui va industrialiser la production de piles à combustible, donc en signant une alliance avec un fabricant suédois. De l'autre, on peut citer également Plasticomnium, qui investit énormément aussi dans le sujet, notamment sur la thématique du stockage. On pourrait citer également Faurecia, Michelin, etc. Puis bien entendu les constructeurs d'automobiles, mais on voit bien les équipementiers essayent aujourd'hui de monter en gamme sur l'industrialisation des équipements hydrogène, alors que ce soit le réservoir ou la pile à combustible essentiellement. Dans le ferroviaire, il y a une tendance très très importante aussi liée aux besoins, finalement aux besoins de se substituer au gazole, diesel notamment. Il y a encore beaucoup de lignes qui ne sont pas électrifiées en Europe et qui fonctionnent au diesel. Là, l'hydrogène peut être une alternative intéressante et il y a déjà eu un cas concret de train Alstom, donc exploité en Allemagne, et Alstom est en train de commercialiser ce train hydrogène avec une commande importante en cours au niveau européen, 27 trains. De nombreuses régions françaises qui sont également intéressées. On se rend compte que c'est pas uniquement Alstom, finalement ses concurrents aussi y vont. Et alors sur Alstom, donc ce qui est intéressant, c'est que notamment la chaîne de traction elle est fabriquée en France. Donc c'est vraiment c'est un train qui est produit à la fois entre la France et l'Allemagne et qui génère donc qui devrait générer une activité grandissante au cours des prochaines années au sein d'Alstom et de ses sous-traitants. Dans le maritime, on en voit aussi, donc pour l'alimentation de bateaux à hydrogène, ou alors, si on est dans les ports, ça peut être aussi finalement, comme je disais, les engins mobiles peuvent en avoir besoin, donc ça peut être des véhicules. De véhicules portuaires de manutention levage qui peuvent être alimentés en hydrogène. Donc là, il y a également un potentiel important. Alors là, sur cette diapo 9, à gauche, c'est issu d'une étude qui prospective donc sur le potentiel de développement de l'hydrogène dans diverses applications et également, on va dire à plus ou moins long terme. Donc là, on voit en fait qu'il y a quelques applications, donc les transports, donc les chariots élévateurs par exemple, si on a déjà un degré de maturité important, les bus, les camionnettes qui vont arriver également. On voit que ça peut être également utilisé, comme je disais, une matière première industrielle. Donc là, il y a un potentiel également important, puisque je vous disais que l'hydrogène est aujourd'hui plutôt issu des ressources fossiles. Donc là, il y a un potentiel pour décarboner l'industrie
consommant de l'hydrogène, donc en utilisant de l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable. Et il y a un potentiel également pour le chauffage et l'électricité des bâtiments. Pour l'industrie, alors par exemple, on peut imaginer d'intégrer de l'hydrogène dans des turbines à gaz, donc en les modifiant plus ou moins, pour finalement produire une électricité, une chaleur haute température, donc moins émettrice de CO2. Et globalement, donc ce sont les applications potentielles de l'hydrogène. Donc on voit bien qu'elles sont assez vastes. Et donc à droite, on constate aussi, là on est sur la chaîne de valeur française pour se rendre compte qu'il y a vraiment un groupement d'entreprises qui s'intéressent et essayent de coopérer de plus en plus autour de ce sujet-là. Et donc on voit bien les types d'entreprises qui peuvent être intéressées et qui sont dedans, donc soit des fournisseurs de technologies. Donc vraiment, on voit déjà qu'il y a une chaîne de valeur d'acteurs français qui commence à être intéressante. Donc c'est des entreprises vraiment de taille assez modeste, mais qui ont vraiment des technologies de pointe sur le sujet. Et derrière, finalement, les grands acteurs de l'énergie, de la mobilité, qu'elle soit terrestre ou autre, et de l'industrie, se mobilisent pour créer vraiment une filière française hydrogène structurée. Alors un autre diagraphe, alors, qui juste pour montrer, c'est plutôt au niveau R&D, montrer la quantité de publications autour de l'hydrogène. Ça montre à quel point c'est important. On compte à peu près 17 000 publications par an, plus de 130 000 sur les 10 dernières années, qui ont trait à l'hydrogène et à la pile à combustible. Enfin, en tout cas, à l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc ça montre bien la dynamique importante de ce sujet, et avec la Chine comme principal contributeur, mais c'est assez fréquent dans la R&D que la Chine soit le pays où il y a le plus de publications. D'un autre côté, c'est aussi lié à la taille du pays et à leurs moyens et aux moyens importants des universités. On constate que la France est quand même un acteur important qui arrive alors, j'ai mis 8e position, mais c'est ça, oui, en 8e. Donc il y a des pays comme le Japon, l'Allemagne qui sont également, et les États-Unis qui sont également en pointe là-dessus. Mais donc on constate vraiment que la France est un acteur important dans l'hydrogène donc va continuer à jouer un rôle important dans le futur. Alors, juste pour finir, donc juste montrer qu'on a quand même publié beaucoup de choses autour de l'hydrogène dans nos notes et dossiers de veille. Nous allons traiter d'autres thématiques au cours du temps, notamment les procédés de fabrication de piles à combustible qui posent question, les moteurs à hydrogène qui sont également comment finalement on parle beaucoup de la pile à combustible, mais on pourrait également étudier le moteur hydrogène, les systèmes de stockage pour la mobilité. Donc c'est vraiment une thématique qu'on va suivre de plus en plus et dont on proposera donc de nouveaux dossiers et webinaires au cours des mois qui viennent.